Bonjour et bienvenue à Qu'en pensez-vous, notre émission d'actualité qu'on fait chaque semaine où on prend le temps de faire le tour de l'actualité régionale, nationale, internationale avec un panéliste et puis on donne notre opinion, on essaie d'éclairer, de s'éclairer même parce qu'on n'a pas nécessairement la vérité, mais on essaie un peu de mettre notre sagesse là-dessus. Cette semaine avec moi, mon bon ami Francis Côté, directeur d'école. Ça va bien Francis? Bonjour Pierre, ça va très bien toi? Oui, passes-tu un bel hiver? Eh oui, oui, Trouves-tu c'est un qu'il bel fait hiver. trop froid toi? Fait trop froid, mais je veux dire, regarde, avec les derniers jours, on a réussi à apprivoiser l'hiver, à avoir un petit regain de vie, fait que c'est correct. Ce qui est surprenant là-dessus, c'est que nous, c'est notre hiver le plus froid depuis 1942. Oui. Mais dans le monde, c'est le deuxième hiver le plus chaud de l'histoire de l'humanité, depuis qu'on tient les registres. En tout cas, Assez particulier comme réalité. assez particulier. Puis on va encore avoir un mois de mars froid, qu'on me dit. On se lance? Oui. Super! Hey, as-tu vu ça? La Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini, Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini, lance un nouveau site Internet, un site transactionnel où on va retrouver en fait tous les produits du milieu, donc des entreprises. T'en penses quoi? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Penses-tu que ça va fonctionner? Puis pourquoi on est rendu là aujourd'hui? C'était une réalité qu'on pouvait pas fuir à un moment donné. Je veux dire, le nombre d'achats en ligne qui se font, l'accès Internet que tout le monde a, et maintenant qu'on a sécurisé les achats en ligne, qui sont de plus en plus fréquents, on peut espérer revendiquer l'achat local, puis que c'est important pour nous, mais on ne peut pas non plus mettre de côté qu'il y a une partie de notre promotion, de nos achats qui doivent passer par l'achat en ligne. Bien, c'est surtout qu'à cette heure, quand tu cherches de quoi, la première place que tu cherches, c'est en ligne. Fait que souvent, si tu vois que c'est disponible, tu vas l'acheter là. Exactement. Les gens vont se faire un comparatif. Tu ne vas pas acheter nécessairement directement au magasin sans avoir été te faire une tête sur le produit, sur les descriptions des clients, les commentaires qu'il y a. Je pense que c'est une nécessité. J'espère aussi que ça va être bien fait. Tant qu'à faire les choses, il faut quand même... Non, parce que moi, dans les années, écoute, 2000, début des années 2000, je travaillais dans une librairie, puis mon patron, à l'époque, s'était mis à faire un site transactionnel et tout le monde riait un peu de lui quand il y avait une ou deux commandes par semaine. Et aujourd'hui, ça représente 40 de son chiffre d'affaires. Ah, pour le même commerce. Pour le même commerce. OK. Quand tu dis que mais ça allait évoluer, et non. Lui, il a été visionnaire un peu là-dedans. On voit beaucoup d'études qui montrent qu'entre autres, qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est en retard sur, juste avoir un site Internet ou être présent sur le net pour une entreprise. C'est quoi? Bien, comme on dit, c'est important parce que c'est de la visibilité. Est-ce qu'on peut vivre encore aujourd'hui en ayant une entreprise sans être sur le net, tu penses? Difficilement, honnêtement, à moins d'avoir une niche bien particulière au niveau des produits locaux, au niveau du tourisme, au niveau de certains commerces qu'on veut avoir un service un peu plus personnalisé au niveau des services après-vente. Sinon, pour un achat quelconque, on n'a pas le choix d'être à la page et de le faire. C'est générationnel. N'oubliez pas que les gens, les baby-boomers qui ont 60 ans, qui vont éventuellement outrepasser, oui, on peut le dire poliment comme ça, sont remplacés par des gens qui sont omniprésents au niveau des réseaux. Oui, à faire, écoute, à un coin de rue sur ton téléphone, tu peux acheter quelque chose sur eBay dans le temps de le dire. Bien, c'est ça. Tu te promènes sur le boulevard, puis tu es capable de savoir combien de produits est à quel endroit. Tu vas avoir des tags qui vont dire exactement comment te rendre à tel endroit pour acheter tel produit avec des comparatifs de prix. On n'a pas le choix, on est rendu là. Penses-tu que ça va marcher? Oui. Moi, je pense que oui. Si les gens le font comme il faut, c'est comme je dis. Oui, il faut en faire la promotion là, pour que les gens arrêtent de magasiner au Walmart à Alma puis qu'ils achètent ici. Parce que plus on va acheter ici, plus il va y avoir de la diversité, plus les prix vont baisser aussi. C'est le secret de l'achat local. Mais à mon dernier séjour dans le centre d'achat, peut-être la semaine passée, j'ai fait le saut de voir le nombre de commerces qui avaient changé de place ou qui étaient simplement fermés. C'est préoccupant. Honnêtement, le nombre de commerces aussi qu'on a vu disparaître, les Parasuco, les Mex, les grandes chaînes qu'on se serait dit que jamais allaient fermer boutique avec le marché en ligne, bien, c'est ça. C'est devenu ça, puis beaucoup plus rapidement que je l'aurais cru originalement. Super. Hey, on va parler d'éducation quelque part, j'en profite pour toi. Abolition des directions régionales de l'éducation. Ça fait quelques années, en fait, ça fait quelques temps que c'est fait. Et on avait promis, écoute, avec ça, on va économiser des centaines de milliers de dollars. Et là, une fois que c'est fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas économisé bien. Et là, on est dans un processus partout au Québec d'austérité où on coupe partout en disant la même chose. On va économiser comme ci, comme ça. Est-ce qu'on ne risque pas
Est-ce que ça a changé? Toi, tu es dans le milieu de l'éducation. Est-ce que ça a changé quelque chose positivement, l'abolition des directions régionales de l'éducation, ou négativement? Puis est-ce que tu vois qu'il y a eu des économies ou finalement, ça n'a rien changé? Je pense que l'économie était minime. Donc, si le but recherché, c'était d'avoir une économie simple de quelques millions, ça ne coûtait pas tellement cher. Par contre, est-ce qu'on a vu une différence dans la gestion du système d'éducation? Non. Honnêtement, c'était un palier transitoire entre les sous qui arrivent du ministère, particulièrement pour certaines mesures, pour certaines enveloppes qu'on avait, et qui transigeaient par le régional pour se rendre aux commissions scolaires, à nos 4 commissions scolaires. Il y avait des ressources régionales qui étaient associées à ces ressources, à ces bureaux de l'ADR-là, qui sont encore accessibles. Tu peux encore avoir des gens qui vont travailler au niveau des troubles d'apprentissage, au niveau de toutes sortes de choses. C'était pas nécessaire comme palier, mais en même temps, sans dire qu'on nous a menti en promettant. Tu sais, souvent, quand on restructure des paliers comme ça, toi, ce que je comprends de ton point de vue, c'est que c'était pas nécessaire. Maintenant, si on voulait faire des économies, c'était pas nécessairement ça qu'il fallait faire. Mais en même temps, c'est une bonne chose que ça n'existe plus. Il y a une ligne qui est sortie dans les médias dernièrement. J'avoue que c'est un contexte un petit peu touché parce qu'on est en égo au niveau du national, parce qu'il y a des coupures qui sont annoncées. Sauf que l'ensemble des directions d'établissement disent la même chose depuis quelques années. On veut être capable de gérer nos sous en fonction des besoins qu'on a dans nos écoles. Ouais. Et notre commission scolaire, dans les 4 de la région, dans l'ensemble du Québec, on est vraiment des pionniers par rapport à ça. Okay. Nous, les budgets qui arrivent à la commission scolaire sont redonnés en très grande majorité aux écoles et avec nos sous, on fait ce qu'on veut. Vous décidez. Vous êtes pas, on ne vous impose pas de dire cet argent-là, il faut absolument que tu le passes dans ta bibliothèque. Et malheureusement, depuis plusieurs années, il y avait des enveloppes fermées. C'est-à-dire, tu recevais de l'aide aux devoirs, 4 000 $ d'aide aux devoirs, tu en avais besoin de 2, mais tu ne pouvais rien faire avec le 2 000 qui restait. Là, on a pris certains budgets, on les a attachés ensemble et tu peux défoncer dans un en allant chercher dans l'autre si les besoins de ton école sont plus criants, pour une chose ou dans l'autre. Ça, c'est un bon coup. On a beau aimer, pas aimer les libéraux, peu importe. Ça, c'était une bonne décision. L'ADR, honnêtement, je ne vais pas me faire d'ennemis, mais c'est pas quelque chose de dramatique. Donc, dans ce sens-là, c'est correct. Okay. Reste que les coupures font mal, reste que le système d'éducation a besoin de sous et sous-financé tant qu'à moi. On a voulu dégraisser, mais quand il n'y a pas de gras, c'est dur d'enlever. Là. Fait que là, on est à la limite. Il y en a, mais il n'est pas dans le système d'éducation. Ouais, en tout cas, je veux dire, je parle pour chez nous. C'est certain que moi, le service aux élèves, le besoin d'une éducatrice spécialisée, le besoin d'ortho, de professionnels chez nous, on a besoin de ces sous-là. Donc, ce palier-là n'était pas nécessaire, selon moi. Mais, avec la disparition du palier, est-ce que vous avez vu le réinvestissement de cet argent-là qu'ils ont économisé ou finalement, on ne voit jamais ça? On est dans un contexte... Non, mais c'est un peu le problème qu'on voit présentement, c'est qu'on dit on va décentraliser, on va vous donner le pouvoir de faire les affaires, mais on va vous donner la moitié du budget que nous, on avait. Ouais. Après ça, on va vous dire, vous voyez bien que vous n'êtes pas capable. Bien, c'est ça. Non, mais... On ne voit pas nécessairement les sous. Il ne faut pas oublier que quand une annonce gouvernementale donne des sous pour quelque chose, généralement, c'est de l'argent qui est pris ailleurs. Ce n'est pas de la nouvelle argent. Non, quand ils ont dit on va mettre des tableaux interactifs dans toutes les classes, ça paraissait bien en conférence de presse. Ils ont enlevé toute la marge de manœuvre qu'on avait au niveau du système informatique. Ils l'ont mis dans les tableaux interactifs. Plan d'action sur la violence, l'aide aux devoirs, ce genre de choses-là, ce n'est pas nécessairement... de l'argent neuf qui est pompé dans le système et qui donne un coup de main. On déplace des affaires puis des virgules. Okay. Mais bon. Hey, t'as-tu acheté une auto depuis dans les 2 dernières années, toi? Non, je n'ai pas acheté d'auto dans les 2 dernières années. On célèbre un triste record, là. 2 ans de lock-out chez les concessionnaires automobiles dans la région. Oui. Là, on en parle un peu plus parce que on en parle à tout bout de champ, ça revient un peu dans les médias. 2 ans aujourd'hui. 2 ans de lock-out avec... beaucoup d'entêtement, peu de négociation. On dirait que les 2 parties se relancent tout le temps la balle. On va négocier, mais c'est les autres qui ne veulent pas. J'ai l'impression que les 2 ne veulent pas. On voit là que dernièrement, à Saint-Félicien, Saint-Félicien Toyota qui va essayer de régler un peu comme c'est passé chez un concessionnaire à Alma. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait rendu là? Et pourquoi quand, pardon, c'est le grève au CN ou chez Air Canada, où les gouvernements sont très prompts à réagir parce que c'est peut-être plus gros, puis quand ça, on laisse ça aller, puis on dit, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas le choix de s'asseoir et de se parler. Sans prendre position pour un ou pour l'autre. Si tu écoutes les syndiqués, ils ont sûrement des argumentaires qui sont valables. Puis du côté des patronats, ça va être la même chose. Ils vont donner des arguments qui sont pertinents. Si tu trouves une raison de ne pas t'asseoir et de discuter avec au moins
ton ancienne convention collective ou une proposition de base, tu n'avanceras pas. Puis là, ça fait longtemps. Puis ce qu'on entend, c'est que c'est pas toujours de bonne foi. Non, c'est ça. C'est ça. Là, il y a des gens qui retardent le processus, soit du côté patronal ou soit du côté syndical. Et si ça devient une guerre de coq puis une guerre de pouvoir pour savoir qui avait raison et qui va planter l'autre, le gros problème, ça va être quand ça va se régler. Oui, parce que le retour au travail ne sera pas super agréable. Hein? Voilà. Surtout si c'est une décision, mettons, un règlement imposé par le gouvernement provincial là, qui pourrait le faire, en fait. Là. Et voilà, avec un paquet d'injonctions qui ont été qui planent sur la tête des syndiqués, qui auront à rembourser leurs fonds de grève qui vont être pris avec cette démarche-là pendant encore plusieurs années. Ça ne sera pas évident pour personne. Pour les patrons qui veulent travailler avec ces gens-là, mais que les relations vont être difficiles, puis pour les syndiqués qui vont payer. Syndiqués que ça fait 2 ans qu'ils sont dehors, qui vont dire toi, ça fait 2 ans que tu me fais geler dehors. Ben voilà. Là, j'ai pas le goût de te faire un beau sourire. Fait qu'on peut pas prendre position nécessairement, mais au moins sentir que les gens sont de bonne foi, veulent s'asseoir, veulent régler. Et j'imagine. Ça, on ne le sent pas d'aucun des deux côtés. Zéro des deux côtés. Les gens sont avares de commentaires. Tout ce qu'on en reçoit, c'est des attaques personnelles où on voit des farces, on voit des gens qui se photographient, qui accusent l'autre partie. Et quand tu tombes dans les attaques personnelles, on s'entend que ça fait pas tellement avancer. Ça fait dévier le débat, en fait, là, parce qu'on ne parle pas des bonnes affaires. Exactement. J'espère que ça va se régler avant l'an prochain, parce que je prévois acheter une nouvelle auto l'an prochain. Bien, souhaitons faire de l'achat local. Moi, me faire dire, va l'acheter à Québec pour... je veux dire, excuse-moi, la voiture, je vais acheter chez nous. Je veux aussi que ce soit des mécaniciens chez nous qui le font, avec un patron qui est quand même content de pouvoir donner de la job et réinvestir dans mon secteur, parce que l'argent que je mets à Québec, parce que je ne veux pas ou pas encourager un conflit, on ne la reverra pas, comme tu dis. C'est ça. Ah ben, hey, rencontre secrète à Saguenay, t'as-tu vu ça? Non. Non? C'est là, c'est comme sorti des médias, Radio-Canada a sorti ça. Jean Tremblay avec Ghislain Harvey, son conseiller personnel, en fait, aurait tenu une réunion secrète, mais en invitant que les élus qui voulaient, donc pas les élus qui sont contre lui, pour préparer des choses. Puis là, il arrive avec ça face aux autres. Là, c'était dénoncé par les autres, bien sûr. Et quand on a dénoncé ça, M. Tremblay a dit « Ben oui, on a toujours fait ça. » Je trouve que c'est tellement une mauvaise manière de justifier quelque chose. Là. Comme il faut sortir un peu de nos paradigmes. Et puis, ma question, c'était, au niveau municipal, même à ce niveau, penses-tu qu'on a le droit, parce qu'il y a de l'information qui se passe là-dedans, de faire des réunions sans inviter tout le monde, surtout si on gère des dossiers publics, en fait? C'est tellement malsain. Si j'étais un payeur de taxes de Saguenay et que je voyais comment les élus tirent chacun de leur côté, soit le RD ou M. Tremblay, parce qu'on ne peut pas le prouver, mais ça sent la magouille, parce qu'on dirait que c'est tout le temps caché, c'est tout le temps pas clair. Puis ça semble être de mauvaise foi dans le monde. Oui, vraiment. Et quand tu es un payeur de taxes, tu espères que les gens vont prendre une bonne décision, au mieux, de la gestion de la ville. Mais tout ce que tu sens, c'est qu'eux autres essaient de faire leurs affaires de leur bord, de placer le monde, de faire donner des sous au bon endroit pour faire plaisir aux bonnes personnes, que les autres, bien, ils essaient de canarder tout ce que l'autre va faire. Parce que je suis certain que dans les décisions de ces rencontres secrètes-là, il peut arriver 2, 3 bonnes idées puis que ce soit une bonne chose. Ben oui, c'est ça. Mais que ça passe en dessous du radar, qu'on essaie de le fusiller parce que ça s'est fait de la mauvaise manière. Écoute, c'est antidémocratique. C'est un peu le problème même à l'Assemblée nationale. Là. On dirait qu'il y en a qui sont assis pour être contre pendant 4 ans. Puis après ça, ils vont prendre les mêmes décisions, mais ils vont être pour parce qu'ils vont être rendus au pouvoir. Je veux dire, j'ai hâte, moi, qu'on puisse dire « Hey, t'as vraiment une bonne idée. Je suis d'accord. » Même si, en général, je suis pas d'accord. Je sais pas. On a vu Jack Layton faire ça. Layton l'a fait un peu. On l'a vu dans le projet de loi « Mourir pour la dignité » où rarement on a vu des partis politiques qui disaient « Bon, ça, c'est un bon coup. On essaie de faire quelque chose avec ça. » À la ville de Leboum-Stastny, il y a eu des années où c'était problématique par rapport à certains sujets. Là, présentement, je ne passe pas mes semaines à aller au conseil municipal, mais on sent quand même une certaine cohésion. Ce qui ressort de Saguenay, c'est d'un ridicule. C'est gênant un peu. Gênant un peu. On regarde un peu Infoman qui fait la même chose à Westmount avec les madames, 3 d'un bord, 2 de l'autre, puis qu'ils ne s'entendent même pas sur un ordre du jour. C'est un peu le même principe. Là. Là, tout ce qu'on entend dans les cotes qui sortent de là, soit du maire Tremblay ou soit par Mme Néron, finalement,
C'est un peu des guerres de mots, là. Guerre de M. mots, Tremblay qui va toujours dire position. on garde les taxes basses, alors. l'autre, oui, mais telle affaire, c'est mal fait. Puis il y a eu beaucoup bon, il y a eu beaucoup de procès, il y a beaucoup d'argent qui est non Ben imputable. Là, par exemple, Promotion Saguenay, moi je trouve que Promotion Saguenay fait une super belle job. Ben oui. Mais il y a une réalité, là, c'est qu'il y a 4 millions des taxes municipales qui vont là-dedans puis qui devraient être imputables, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là. Tu sais, il y a des choses comme ça qui ne marchent pas. Là. Et tu sais comment ça coûte une pub. Oui. Mur à mur, entendre, on a de bonnes statistiques qui viennent de l'Union des municipalités du Ouais, Québec. on appelle ça comme ça. On paye le moins de taxes. Là, c'est placardé mur à mur. Pas en campagne électorale. Là. On sent qu'il y a de l'idéologisme. Ben beaucoup, là, à un moment donné, là. Fait que parlez-vous, écoutez-vous surtout. Ah, non, mais ça- Parlez, ouais, OK. Écoutez-vous et soyez capable de prendre ce que l'autre position va vous donner. Puis arrêtez de vous cacher. Là. Non, puis il y a une autre Simple, hein. affaire. Là. Moi, dans la vie, j'ai pas, des fois, j'ai raison, mais des fois, j'ai tort aussi. Ouais. Puis je pense que tout le monde est comme ça. Moi, quelqu'un qui a jamais tort, c'est jamais de sa faute. J'ai un peu de problème avec ça. Ben, c'est Je ça. nomme personne, là, mais on sait de qui on parle. Exactement. Il y a l'usine de Chambord. La saga continue. Oui. Ben oui, Ouais. l'usine Louisiana Pacifique qui est fermée depuis plusieurs années. Là, là, le gouvernement a dit plan de relance, sinon on vous enlève votre CAF. Fait un plan de relance, pas satisfaisant, on vous enlève votre CAF. On bonifie le plan de relance. Là, on est un peu là-dedans. Moi, j'étais un peu content de voir le gouvernement, mettre ses culottes, parce que ça fait des années que ça aurait dû être fait. Là. Face à des entreprises comme ça, je pense qu'il faudrait être plus rapide à intervenir. Puis eux, les entreprises fonctionnent rapidement avec les menaces. Hein. C'est ça. Si tu ne me donnes pas ça, je vais fermer mon usine. On devrait fermer aussi rapidement. Si tu ne relances pas ton usine, je t'enlève ta CAF ou autrement, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu qu'on va arriver à quelque chose ou finalement on va perdre... Il faut que ça bouge. C'est certain que le nerf de la guerre, c'est le CAF. On s'entend là-dessus. Autant on se faisait dire que c'était pas quelque chose qui avait nécessairement de la valeur, puis tout ça, puis que ça n'avait pas d'incidence au niveau de l'entreprise, ça a de la valeur. C'est parce important. qu'ils ne tiendraient pas tant que ça, sinon. Bien, c'est ça. Ils ne veulent pas le perdre. Par contre, ça fait combien d'années là, que ça dure, ce débat-là? Trop. Ça fait beaucoup trop d'années. C'est le temps que ce soit relancé, j'espère. Oui, parce que sinon, je veux dire, l'usine aussi a dépéri. Là, je veux dire, il n'y a pas de modernisation qui se fait, il n'y a pas rien. Exactement. Je ne sais pas de quoi ça a l'air à l'intérieur, mais au fil des années, on s'entend qu'on ne doit pas être up-to-date au niveau de cette usine-là. Espérons que ça va fonctionner, puis espérons que les gens qui sont en place vont être de bonne foi, puis vont le faire pour Oui, les c'est bonnes ça, parce raisons, que moi, ça me fait penser, en fait, tu sais, en 2006, quand Alcan, Rio Tinto Alcan a dit « Oh, on va signer une entente, on va investir 2 milliards dans la région si vous nous donnez tel tarif d'électricité. Bravo, les grosses affaires tapis rouge. » 10 ans plus tard, là, sur le 2 milliards, il y en a 200 millions d'investis. Là. C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement attend pour dire, parce qu'ils vont-tu rembourser le tarif d'électricité s'ils ne l'investissent pas, le 2 milliards, je pense pas, moi. Ben voilà. Fait que, je trouve qu'à un moment donné, il faudrait être plus prompt à mettre nos culottes, puis à mettre des échéanciers, puis à les faire respecter surtout. Je trouve que l'entreprise privée, la grande entreprise surtout, a trop de pouvoir sur l'agenda politique. Hein. Et voilà, puis on l'a vu avec Saint-Félicien, les entreprises de serre qui veulent se construire en périphérie. Ça tournera. Excusez-moi. On a voulu nécessairement mettre de la pression en faisant une annonce où les enveloppes étaient attachées, que tout allait fonctionner. Comme bien des projets, généralement, ça traîne un peu au fédéral, ça traîne un peu au provincial. Espérons que ça va fonctionner et qu'ils n'auront pas trop de bâtons dans les roues. Mais nécessairement, ça prend des gens qui sont d'avant et qui sont proactifs pour faire fonctionner le projet. On est-tu trop rapide des fois à vouloir annoncer notre bonne nouvelle quand c'est c'est pas fait? Là? On aime ça, les Kodak. Là. Je veux dire, le fédéral, le provincial, assis avec le maire, je me rappelle, le maire avait pratiquement les yeux dans l'eau quand il l'annonçait. Les investisseurs étaient de bonne foi, j'en suis certain. À ce moment-là, est-ce qu'on était certain de pouvoir tout faire, que tout était réglé? On s'est rendu compte par après qu'il y avait des petites choses qui ne fonctionnaient pas, comme dans le cas de Louisiana. J'espère qu'on va être capable de bonne foi. Surtout pour les gens de Chambord, en fait. Ben là, à un moment donné, puis c'est tranquille à Chambord, 5 grosses surtout, usines comme ça. l'autre usine là, qui est fermée à Gris-Nord, qui est fermée depuis des années, là, qui est maintenant un grand bâtiment. Oui, c'est un éléphant blanc. Ah oui, clairement. Tu vis ça encore, là, malheureusement, le graffiti raciste à Saguenay, qui est genre sur une auto, le Ku Klux Klan. Ça arrive de plus en plus. Je ne veux pas faire un amalgame, mais l'Association des Québécois de souche, le Centre-Port sur la mosquée, les graffitis. On a vu des pancartes Saguenay, Ville-Blanche.
Moi, j'avais l'impression qu'ici, on était une terre d'accueil, qu'on était accueillant, puis qu'on... En tout cas, je sais pas, quand je reçois des touristes chez nous, moi, j'ai l'impression qu'ils me disent « Wow, vous êtes donc bien accueillant », mais je m'aperçois qu'on n'aime peut-être pas ça tant que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et jusqu'où? Puis surtout que c'est tout le temps caché. L'Association des Québécois de souche, là, à part avoir donné une entrevue téléphonique à Radio X, qui est un peu le promoteur de cette idéologie-là, de toute façon, je veux dire, pourquoi ils... Je sais pas. Est-ce que c'est un événement isolé qui fait beaucoup couler d'encre parce que, bon, ça vend de voir apparaître ces graffitis-là, ou c'est réellement un mouvement de fond qui est... Moi, au début, je croyais à l'événement isolé, mais là, écoute, depuis 2 ans, ça fait 5, 6, 10 fois qu'il arrive des choses comme ça. Là. Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui s'organisent pour ça, j'ai l'impression. Oui, c'est clair. Ou c'est un malheureux hasard. Dans les réseaux sociaux, par rapport à l'intolérance, par rapport à l'antisémitisme, par rapport aux commentaires, l'islamophobie, etc. Les accommodements raisonnables des gens qui vont dans une cabane à sucre, puis qui portent un voile, puis qui demandent de changer le menu. J'avoue que les commentaires sont facilement acerbes. Je suis encore surpris, en 2015, de voir la suite des commentaires qu'on voit apparaître. Quelqu'un fait une publication, et par la suite, comment les commentaires peuvent être incisifs puis qui vont inclure l'ensemble des musulmans ou l'ensemble des groupes religieux dans le même sac. J'ai de la misère avec ce principe-là. Je suis d'accord que si tu penses que les gens de telle religion devraient rester chez eux, tu peux t'exprimer, bon, à toi de le faire, mais assume que dans une société comme on est aujourd'hui, tu vas te faire taper ses doigts. Oui. Si tu as besoin de te cacher à la nuit pour aller faire des graffitis, ben je m'excuse, mais personnellement, j'ai jamais pensé qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait cette fermeture d'esprit-là, puis qu'on n'était pas capable d'accueillir des gens à l'Université du Québec à Chicoutimi, des cerveaux, des gens qui veulent non, puis écoute, c'est une grosse communauté, là. Oui, même dans les cégeps, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, en Nouvelle-Calédonie. Écoute, c'est surprenant. Je ne sais pas trop comment traiter ça en plus. Quelle solution on peut apporter? Il y a un grand manque d'éducation, en tout cas. Là. Et pourtant, en tout cas, pour les quelques personnes à qui j'ai parlé qui sont d'autres ethnies ou d'autres religions, c'est pas nécessairement senti. Les gens sentent l'ouverture chez nous. Tu parlais de terre d'accueil. Je pense aussi qu'on est quelqu'un, on est des gens, on est un groupe de personnes relativement ouvertes par rapport à ça. On l'a prouvé avec Porte ouverte sur le lac. On l'a prouvé avec des initiatives qui venaient d'autres pays et qui fonctionnaient très bien chez nous. Doit-on accorder de l'importance à quelques personnes qui vont griffonner des choses comme ça? Je pense pas. Là. Non, mais en même temps, il faut dénoncer pour éduquer les gens à mieux comprendre. Là. Oui. Puis moi, ce que j'aimerais leur dire aussi, c'est de ne pas oublier que, si vous êtes contre les immigrants, là, ne pas oublier que le Québécois de souche, là, ça reste un immigrant, puis que le vrai peuple fondateur d'ici, c'est les Autochtones. Là. Bien, moi, c'est comme je me dis, je ne veux pas être associé aux catholiques qui sont allés massacrer les Incas et les Aztèques autour de 1400 quelque. Je ne veux pas être associé à eux autres. C'est parce qu'on pourrait être associé au Ku Klux Klan, au Bible Belt. C'est ça. Le catholicisme n'est pas associé qu'à des bonnes choses non plus. Là. Ben voilà. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on dise que tous les chrétiens sont des ci ou des ça. À l'inverse, c'est pas parce que les gens n'ont pas la même culture que c'est nécessairement des envahisseurs qui viennent nous régler notre compte. Parce que, comme tu dis, les premiers qui l'ont fait, c'est les bons vieux blancs d'Europe catholiques. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est de l'amalgame qu'on fait, là, moi, quand on voit... en tout cas, c'est ça que je dis souvent, là, comparer, mettons, comme l'État islamique aux musulmans, c'est comme dire que tous les chrétiens c'est le Ku Klux Klan, ça devient complètement absurde. Là. Exactement. OK, donc on va aller vers le national. On va changer d'air. As-tu vu ça, les ministres conservateurs? Je suis désolé, j'ai fait une faute de français. Ah, pas de problème. Ben non, mais ça m'arrive rarement, mais là, ça m'est arrivé. Ben les ministres avec un S conservateur et les enveloppes suspectes, je ne sais pas si tu as vu ça ce matin, les ministres qui ont reçu des enveloppes avec de la poudre blanche, puis les gens qui sont... Puis là, es-tu rendu là? À attaquer politiquement nos ministres... je ne suis pas très conservateur, je suis plutôt social-démocrate dans la vie, là, mais je pense qu'il y a toujours un moyen de discuter, puis qu'il ne veut pas ces gens-là ont été élus honnêtement. Là, les gens ont voté pour eux, donc ils ont le droit de gouverner. Il y a des manières de manifester notre mécontentement autrement, je ne sais pas. Exactement. Tu l'as dit, on est dans une démocratie. Ça veut dire qu'eux autres, ils ont été élus majoritairement pour représenter l'ensemble du pays, qu'on soit pour ou contre. Regarde, aux prochaines élections, on est un paquet d'électeurs qui auront la possibilité de se prononcer.
C'est pas avec des enveloppes, c'est pas avec des graffitis, c'est pas avec n'importe quel moyen illégaux qu'on va être capable de se faire entendre, honnêtement. Puis à la limite, tu vas avoir un capital de sympathie pour eux autres parce que les gens vont dire hey, c'est pas drôle ce qu'ils disent. Mais le pire, c'est que c'est vrai. On l'a vu, le Parti conservateur du Canada avait une grande baisse des sondages. Puis avec les attentats qu'il y a eu à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Ottawa, ce genre de choses-là, je ne sais pas ce que les gens veulent, mais ça l'aide, en fait, ces partis-là, au lieu de leur nuire. Là. Exactement. Fait que si tu veux leur aider, continue à le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est le capital de sympathie qu'ils vont être capables d'étirer jusqu'aux prochaines élections. Puis à ce moment-là, tu assumeras qu'ils vont encore rentrer majoritaires puis qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Ben oui. Voilà. On n'entre pas dans la théorie du complot. Là, non, quand même pas. Mais je suis sûr que si on allait sur les réseaux sociaux, on le verrait. Hey, démission d'Yves Bolduc. C'est ça. Écoute, non, mais bon, moi là, je ne crois pas que ce M. Bolduc est. Je pense qu'il a été mal conseillé. Oui. Tu sais, je veux dire, ça se peut pas. Oui. Parce que là, il ne faut pas se leurrer. Là, tout le monde dit que c'est un bon médecin, un bon administrateur, etc. Oui. Il arrive comme ministre de l'Éducation. Il ne connaît pas ça, clairement. Là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mis le pied d'un cégep puis d'une école secondaire. Mais il a été mal entouré parce qu'il y en a plein. Là. Écoute, le ministre des Transports, ce n'est pas quelqu'un qui a un doctorat en réseau routier. Là. On s'entend, il est conseillé par des sous-ministres qui connaissent les dossiers. Mais là, écoute, là, le pied d'embauche après pied d'embauche, c'était difficile. Là. Est-ce qu'il a pris la bonne décision, tu penses? Bon, je pense qu'il n'a pas pris la décision. Ouais, c'est plutôt ça, là, honnêtement. Et c'est très simple. Prends-moi puis mets-moi en santé. Je compatis avec le ministre Bolduc parce qu'en santé, je ne connais rien. Je viens de l'éducation. Donc, moi-même, j'aurais bien de la misère à statuer sur la gestion des sous, sur les besoins que les gens ont, des médecins, des infirmières, peu importe, les différents groupes de travail. J'aurais bien de la misère. Par contre, si on me demandait de me prononcer sur le soin en fin de vie par rapport à un dossier spécifique de la santé, je ne parlerais pas. T'attendrais de prendre connaissance du dossier? Bien, c'est ça. Je parlerai à mes conseillers, je parlerai aux gens sur le terrain, puis après, je donnerai mon opinion au mieux de ce que je sais. Son erreur à lui, c'était de parler des livres dans les bibliothèques. Les fouilles à nu. Des fouilles à nu. De parler de choses en éducation comme si c'était... Non, écoute, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun bon sens. Donc, oui, il était mal conseillé. Oui, il n'était pas à sa place. Il n'était pas au bon ministère. Ils sont arrivés 3 médecins. 3 médecins, tes kingpins, c'est 3 médecins. Il y en a un qui est premier ministre. Il y en a un que tu prends, que tu le mets à santé. Il en reste un 3e. Là. Puis là, il en a donné l'autre plus gros ministère. L'autre plus gros ministère. De la santé. À la base, ça aurait pu être une meilleure idée s'il avait été mieux conseillé, mieux supervisé. Mais à la base, c'était une mauvaise idée parce qu'il ne connaissait pas ça. Et 2, il s'est mis les pieds d'un plat lui-même. Écoute, là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Là. Non, écoute, ça mériterait un sketch. Là. Et honnêtement, on va dissocier les sous qui sont enlevés en éducation parce que ça, c'est notre... ministre des Finances, c'est lui qui a l'enveloppe qui va décider combien il donne à la santé, combien il donne à l'éducation, combien il donne à l'ensemble des ministères. Lui se retrouvait à gérer ça. Sauf qu'il a voulu parler de réorganisation des commissions scolaires, de réorganisation de la carte électorale pour le nombre de commissaires, etc., des sous et des comment gérer les sous dans les écoles selon les besoins des bâtisses. Écoute, le gars, là, ça faisait pas de sens. Puis il ne savait pas trop où s'en aller. Puis encore aujourd'hui, on a tout défait la structure au niveau des commissaires. Nous autres, dans notre commission scolaire, on est passé de 21 à 9. Mais en même temps, on se re-questionne sur l'organisation qu'on va faire de tout ça, puis la fusion. Ouais. Ça aurait pu attendre. Là. Je veux dire, si tu te fusionnes, là, ils veulent nous fusionner avec Alma l'année prochaine. On va redéfaire la chose, puis on va rebrasser une soupe qui n'était pas nécessaire de brasser par rapport aux élections puis à la réorganisation. Oui. Il faut faire chaque chose en son temps. Voilà. Mais bon, regarde, je suis certain qu'il est chez eux. Puis probablement qu'il écoute l'émission. Ministre Bolduc, M. Bolduc, je souhaite bonne chance, puis c'est pas qu'on vous aimait pas, mais vous n'étiez pas à votre place. Tu sais. Non, clairement pas. Voilà. Puis là, il part. Oui. En passant, là. Faut pas nous dévoiler quelque chose. On jase, là. Je ne sais pas si tu en parles. Prime de départ, c'est ça? Oui.
Je t'en parle tout de suite. Ben, c'est ça que je voulais dire. Là. On n'a pas fini avec les Bolduc parce que là, il part avec 155 000 $ en période d'austérité où on coupe partout. Ben voilà. Surtout quand tu es supposé partir après quelques bonnes années de bon travail. Non, il part. C'est une démission, donc il part. Il part quand même avec 155 000. Il est pas mal pris. Il est médecin, il va faire de l'argent. Il avait déjà bien de l'argent. Moi, 155 000... Non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a pris des patients qu'il n'a pas soignés puis qu'il y a eu aussi une prime. Oui, il fonctionne pas à peu près. Avec 155 000 dans notre commission scolaire, on se paye facilement des périodes en maths, toutes les petites écoles avec de l'intercycle. On se paye un demi-poste en orthopédagogie qu'on peut répartir pour certaines écoles qui ont besoin. On se paye une éducatrice spécialisée. Donne-moi 155 000 dans la commission scolaire. C'est bien facile, puis vous allez voir directement un service à l'élève, vous allez voir directement des jeunes réussir. Ben non, c'est vrai. On ne l'a pas, on l'a donné à notre ministre Bolduc qui est parti. Prime de départ, là. C'est ridicule. Non, ça c'est ridicule, là. Dans le sens où, même dans le privé, là, dans le privé, on ne peut rien dire, là. Ils décident bien ce qu'ils veulent, mais je trouve ça absurde. Là. Si tu pars, pourquoi je te donnerais de l'argent? Tu m'abandonnes. Ben si je te mets dehors, pourquoi je te donnerais de l'argent? Tu te mets dehors parce que tu n'es pas bon. Ben c'est ça. Non, mais... Puis je peux vous dire qu'un directeur d'école, s'il s'en va parce qu'il n'est pas bon, il n'y a pas une scène. Ouais. Puis c'est de même dans la grande majorité des jobs sur la Terre. Fait que finalement, pourquoi on accepte ça? Puis même le premier ministre, M. Couillard, était mal à l'aise avec la chose. Il l'encourageait à ne pas prendre la prime. Oui, mais en même temps... Voilà. Quand il a quitté le ministère de la Santé, il a pris sa prime de départ, Ben, M. Couillard. Là, il fait le beau Robin des Bois, là, mais il remonte 3-4 ans dans le passé. Là, puis quand il est parti avec sa prime de départ, M. Couillard. Ouais. Il l'a pris. Fait que j'espère qu'on va être capable de donner une ligne claire, puis qu'au moins, ça va envoyer un message qui dit aux électeurs, qui dit aux gens qui, eux autres, sont coupés dans leur rythme de vie de tous les jours. On est capable de donner l'exemple en coupant une partie de nos avantages, là, j'espère. Ah non, parce que c'est ça, ils nous en imposent beaucoup, mais ils n'en imposent pas tellement. Mais ils ont le droit d'être bien payés, par contre. Bien, c'est mon prochain point, là. Je suis donc bien hot dans mes... Non, mais c'est mon prochain point, parce que tout ça va ensemble un peu, là. C'est un amener l'autre, là, parce que le premier ministre Couillard a dit, mon prime de départ, on va essayer d'enlever ça, mais on va bonifier le salaire des élus. Là, il y a plein de gens qui ont sursauté en disant, ben là... Je veux dire, cet argent-là, comme tu dis, après servir, tout le monde se coupe la ceinture, on coupe partout, tout le filet social est en train de s'effriter, on a des problèmes partout, on a besoin d'argent. Vous allez vous voter une augmentation de salaire. Moi, j'en pense... je pense que les élus devraient être mieux payés. Je m'explique. Oui. Parce que par rapport au privé, ces gens-là ont une job très demandante. C'est 24 heures sur 24. Tout le monde n'est jamais content. Tout le monde le demande, etc. Ils n'ont presque pas de vacances. Puis ça, donc, par rapport au privé. Je crois aussi que ceux qui sont au salaire minimum devraient être plus payés, que les enseignants devraient être plus payés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au niveau de la santé. Je pense qu'il y a plein de gens dans plein de domaines qui pourraient être plus payés. Maintenant, on n'est pas d'une période pour plus se payer. Non. Donc, payons pas plus tout le monde, sauf peut-être le salaire minimum. Je trouve que c'est eux qui en auraient peut-être probablement le plus besoin. Donc, je pense qu'ils ne sont pas assez payés, mais ils sont assez payés dans le contexte qu'on est là. Exactement. Je peux dire, moi, je n'augmenterais pas le salaire. Exactement. Je vois exactement dans le même sens que toi. Tu dois bien les payer. Tu ne veux pas qu'il y ait d'enveloppe brune, tu ne veux pas qu'il y ait de passe-passe. Si quelqu'un mérite et a un salaire adéquat, parce que, bon, tu es quand même, mettons, un ministre au Québec, ou même simple député, je veux dire, il y a des responsabilités qui viennent avec ça, il y a des choix familiaux, il y a un paquet d'affaires qui viennent avec ça. Et le salaire doit être correct. Là. Puis non, mais juste comparer, par exemple, le premier ministre du Canada fait à peu près 200 000 $ par année. Ouais. Mais un dirigeant de grande entreprise fait une moyenne entre 5 et 7 millions. Bien, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Puis je veux dire, je trouve très logique qu'on paye bien nos représentants. Par contre, il faut voir avec le contexte si présentement c'est quelque chose qui va bien passer. Je ne crois pas. Si tout le monde se serre la ceinture, tout le monde inclut les dirigeants. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on montre l'exemple. Là. Ben oui. On ne fait pas comme Résolu là, qui ont coupé des jobs et qui sont votés des primes de départ. Là. Exactement. On n'est pas une entreprise. Ouais. On est une société, on est démocratique, on y va avec les élus qu'on a votés. Parce qu'idéologiquement, on nous martèle, il faut couper, il faut serrer la ceinture, il faut arriver à l'équilibre budgétaire, etc. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, tu fais ça, je veux dire, ça n'a pas de sens. Non. Fait que les primes de départ, non. Les augmentations de salaire,
pas tout de suite. Dans quelques années, tu réajustes quand une période est Moi, je ferais. plus favorable. J'ai pas de ouais. problème avec le principe. Mais pourquoi on ne ferait pas un réajustement par rapport à un pourcentage? On augmente de tant de pourcents le salaire minimum, de tant de pourcents le salaire des fonctionnaires, puis en même temps, on va vous donner le même pourcentage, vous les élus. Puis ça pourrait être indexé selon, je sais pas moi, l'inflation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis avoir à l'œil aussi les comptes de dépenses, les choses qui viennent avec ça, parce qu'il y a beaucoup de sous à côté qui sont pas nécessairement imposables. Puis je voyais que, mettons, le salaire d'un employé normal au Canada a augmenté dans les 10 dernières années d'environ 15 Et chez les dirigeants d'entreprise, a augmenté d'à peu près aussi 15 mais par année. Ouais. Ça donne une idée. Tu sais, fait qu'à un moment donné, je trouve qu'on devrait rebalancer, puis je ne suis pas contre que les dirigeants soient plus payés, mais des fois, je pense que le rapport entre les salaires, là, il y a quand même des gens... Il y a juste au hockey que c'est pas comme ça. Dans le sport professionnel, où ceux qui travaillent sont plus payés que ceux qui dirigent. Puis, nécessairement, si je regarde ceux qui travaillent, qui sont des investisseurs dans les banques, incluons les caisses, avec ceux qui sont des compagnies minières qui viennent, qui ont des sous, on peut être en droit d'avoir une partie de ces sous-là qui reviennent. On peut indexer, on peut imposer les banques, on peut imposer les caisses, on peut imposer les compagnies minières, on peut leur exiger d'avoir une plus grande redevance. Parce que je pense que les gens qui travaillent pour ces compagnies-là, ils ont des bons salaires, ils ont des primes, ceux qui dirigent. Puis le problème des banques, en fait, en ce moment, c'est le problème. Moi, je trouve qu'un des problèmes de la société actuelle, là, c'est exactement là, c'est la banque puis le système financier. Là. Parce qu'en ce moment, même si tu fais 100 000 par année, tu es à côté là parce que tu t'es endetté, le crédit est trop facile. Fait que là, tu avais ton chalet, tes 2 autos, ton Winnebago, etc. Puis là, tu as l'impression que c'est à cause des plus pauvres que c'est à cause de leur faute. Mais non, c'est les banques qui font de l'argent, puis qui prêtent, puis que tout le monde est à côté, puis a de la misère à arriver. Fait que moi, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Puis honnêtement, je ne sais pas compter. Tu habites Saint-Gédéon, j'habite Dolbeau-Mistassini, et le pourcentage de mon salaire, le salaire de ma conjointe, qui va au niveau de la maison, c'est très raisonnable. En banlieue de Montréal, même maintenant à Québec, que tu vas t'acheter un jumelé à 240, 250, 260 000, que tu vas avoir des travaux à faire sur ton jumelé, etc. Je ne sais pas comment ils font pour arriver. Ça coûte beaucoup plus cher. Puis nécessairement... Tu es endetté plus, puis tu payes plus longtemps. Tu payes longtemps, tu payes toute ta vie. Nos puis parents pas oublier que tes taxes municipales, tes taxes scolaires, tout est plus cher aussi. Tout ce qui vient avec, tout a augmenté. J'ai toujours dit, la qualité de vie en région est vraiment... La qualité de vie, oui, on va rouler plus, on va avoir des voitures... faire bien du kilométrage, payer notre gaz en bas d'une pièce, on va être bien content. À 1,20 $, on va le trouver qu'on le paye cher parce qu'on met beaucoup de sous là-dedans, mais ça ne se compare pas avec un terme de maison qui va être pratiquement le tiers ou la moitié de plus en grande ville. Donc, ça là des élus, on l'a vu. Médiateur, as-tu vu ça? Lucien Bouchard, lui, il se fait nommer médiateur, puis il charge 500 000. Un demi-million pour être médiateur entre, pour Résolu, les Inuits, etc. Bon, la médiation, je la comprends. Là, je pense qu'on nommer un médiateur dans ce dossier-là, je trouve pas ça stupide. Est-ce que ça mérite 500 000 $? Puis est-ce que si le médiateur, ça avait été, je sais pas moi, Robin Audette, qui est complètement inconnu, il aurait été payé 500 000 $? Pourquoi tu ne soumissionnes pas pour une affaire de même? Pourquoi tu ne vas pas faire affaire avec 4-5 cabinets je sais pas, avocats, peu importe. Là. Lui, il est quoi? Il est avocat, Lucien Bouchard? Et par soumission, ils disent, moi, je vais vous représenter pour 300 000. Ben, c'est 200 000 que tu sauves. Pourquoi il faut que tu donnes à telle personne? Je comprends qu'il est crédible. J'aime beaucoup Lucien Bouchard. Je suis certain qu'avec sa grosse voix, il va être bien imposant. Dans le contexte qu'on est, on peut-tu y aller par soumission? Dans les écoles, on change un chauffe-eau en faisant des soumissions entre 3 industries de plomberie. Ouais. Mais un médiateur dans un dossier aussi important, on accepte de donner 500 000 sans se demander si quelqu'un d'autre peut faire la job. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. J'en prendrais bien une petite partie aujourd'hui. Oui. Puis on l'aime bien, Lucien Bouchard, puis je suis certain qu'il on l'aime bien. Moi, je trouve que j'aime le personnage, mais moi, je suis pas conservateur dans la vie, fait que j'ai bien de la misère avec cette idéologie-là en général. Je vais être honnête. Là. Puis nécessairement, je pense que les gens qui ont donné ce mandat-là, ben ils vont répondre de
de leur décision à un moment donné. Puis il ne faut pas qu'il y ait des surprimes, des excédents après. Ah, ouais, 500 000, j'espère, ça inclut. Puis ça dépend pour sauver combien. Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, par exemple, la commission Charbonneau, ça a coûté bien trop cher, ça a été trop long, etc. Ouais. Puis à quelque part, c'est vrai que ça a été long puis ça a coûté cher. Mais maintenant, quand on voit le rapport des soumissions au ministère des Transports puis comment on économisait, etc., je pense que c'était nécessaire de mettre de l'argent là-dedans aussi. Là. Tout le monde s'entend pour se dire qu'il y avait un coup de barre à donner et il fallait le faire sur la place publique avec tout ce qui venait avec. Et c'est correct. Moi, j'ai pas de problème avec la commission Charbonneau, comme les balles de golf avec Jean Chrétien est bon, etc. Sauf que une fois que ça va être fait, il ne faut pas qu'au bout de 2 ans, on ait besoin de recommencer l'exercice parce qu'on a tabletté ça quelque part puis que les vieilles pratiques reviennent. Puis ça a souvent tendance à revenir. Bien, il faut faire attention. Hein? C'est souvent les... Ça. Ouais. Neutralité religieuse de l'État. Oui. Bon, on a vu là, la Charte des valeurs qui a fait une grosse affaire durant les dernières élections avec ça. Là, on revient un peu là-dessus. Autant la CAQ que le Parti québécois, on a des projets. Puis on pousse un peu dans le cul, du gouvernement pour qu'ils prennent position, ce qu'il ne fait pas. Là, il y a de l'air de vouloir... je pense qu'ils sont obligés, ils aimeraient mieux pas le faire, mais là, je pense qu'ils sont obligés de prendre position. Qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? Est-ce qu'on a à légiférer là-dessus? Moi, je parlais à des gens à Montréal qui me disent, moi, je ne viendrai pas vous expliquer comment gérer l'industrie forestière, mais pas nous expliquer comment gérer le multiculturalisme. Je crois que c'était pas... dans le sens où on n'est pas confronté à ça ici autant qu'ailleurs. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que l'État, les symboles religieux... Moi, je crois à la laïcité là, à mort, là, dans les institutions publiques. Maintenant, ça va où? Elle est où la limite? Il ne faut pas oublier que les partis politiques vont vont traiter de sujets qui vont être payés éventuellement pour eux autres. Les libéraux n'ont pas d'intérêt vraiment à aller là-dedans. Bien, c'est pour ça qu'ils, je pense qu'ils attendent. Ils sentent obligés. Ça ne leur tente pas, là. Même s'ils sont majoritaires puis que présentement, ils peuvent en profiter pour donner, je reprends l'expression coup de barre, là, mais pour certaines choses. Les péquistes avaient l'intérêt à le faire. Là, même dans la course à la chefferie, ils n'osent pas trop sortir la Charte des valeurs. Puis, même Drainville est bon, il fait des petits pas, mais il n'ose pas trop. Ouais. Est-ce que les libéraux vont se lancer là-dedans? Il faut toujours se poser la même maudite question dans ces affaires-là. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce qu'on a besoin au Québec de démêler ça, de reclarifier ça? On l'a fait en éducation. En éducation, on a mis ça totalement laïque. On a enlevé la religion, à part le cours d'éthique, culture religieuse. Mais bon, le tasser complètement, c'est correct. C'est correct, je suis bien à l'aise avec ça. On essaie de séparer l'Église des institutions. On essaie de démêler un petit peu qu'est-ce qu'on accepte ou pas avec les nouvelles communautés qui arrivent au Québec. Mais est-ce que c'est un besoin criant? Est-ce qu'on est en train de vivre ce que la France a vécu avec les Roms, avec les immigrants? Je pense qu'il faut juste que les règles soient claires, en fait, pour tout le monde, dans le sens où... Je donne un exemple. Moi, j'arrive d'Arabie Saoudite. Là-bas, j'ai le droit de battre ma femme, d'enchaîner, j'exagère. Là. Puis j'arrive ici, bien, il faut que je sois au courant que je n'ai pas le droit. Parce que c'est ça, tu sais. Donc, je pense que les choses, il faut qu'elles soient claires. Puis si je veux venir ici, il faut que j'accepte ça tel que c'est. Il ne faut pas dépasser les limites qu'on s'est établies. Ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que c'est grave que, je ne sais pas, moi, un fonctionnaire ait un kippa ou... Bien, c'est ça. Ils l'ont dit que pour les personnes en l'exercice de leur fonction, de pouvoir, etc., bon, OK, je suis d'accord. Je suis d'accord. L'agent de la SQ qui n'a pas un turban, bon... Parce qu'il y a un uniforme. Il y a l'uniforme, c'est ça. Ça vient avec. Tu rentres d'un pays, tu veux faire une job qui va amener un code de base, j'ai pas de problème avec ça. On va-tu gosser pour des détails pour finalement se chicaner sur la place publique puis pas amener rien à un débat qui mériterait d'être plus simple que ça? J'ai hâte de voir, parce que comme tu dis, les libéraux n'ont tellement pas d'intérêt à parler de ça. Fait que j'ai hâte de voir où ils vont avec ça. Allez, projet de loi 20 puis le Conseil du statut de la femme. Oui. Pas si tu as vu ça aussi. Oui. On rappelle, projet de loi 20, donc on veut obliger les médecins à en prendre des quotas, à en travailler plus. Oui. On en a parlé à l'émission quelques fois, donc on ne peut pas nécessairement revenir là-dessus. Mais là, le Conseil du statut de la femme dit... dans son mémoire, nous, on fait le choix d'appuyer le projet de loi 20 parce que l'accessibilité aux soins de santé pour les femmes, donc ça touche le plus grand nombre de femmes que le combat qui est réel aussi. Là, il ne nie pas des femmes médecins qui sont d'ailleurs payées 50 000. Tu es une femme médecin, tu es payé 50 000 $ de moins qu'un homme médecin, encore aujourd'hui au Québec.
Donc, tout ça. Bon, ils prennent position. Pour moi, le point de vue est assez clair. Mais là, déjà, écoute, misogynie, là, ça sort des affaires, des grosses affaires. Et ça me fait poser la question. J'ai l'impression qu'au Québec, il faut tout le temps que ça soit noir ou blanc. Toujours. Tandis que là, dans ce mémoire-là, moi, je la vois, la nuance. On a pris cette décision-là parce que, mais on n'est pas contre. Tu sais, je veux dire, on est dans les deux combats, en fait. Pourquoi on est obligé de prendre absolument à être pour ou contre, en fait? Bien, c'est ça. Si tu prends ta décision et qu'on a par la suite à faire des ajustements pour éviter que les femmes soient brimées, qu'une femme à la maison puisse faire le choix de faire carrière, puis que ce soit faisable de faire garder ses enfants et aller travailler, ou que l'homme reste à la maison, parce qu'il y en a des hommes qui restent à la maison, on les oublie, on fera des ajustements à ce moment-là. Mais si le projet de loi 20, à la base, amène quelque chose qui pourrait être regardé de façon intéressante, on ne va pas être nécessairement misogyne, on ne va pas nécessairement être contre la. Parce que moi, je le comprends de dire, dans le choix qu'on a fait, on a fait le choix qui favorisait le plus grand nombre de femmes. Oui. Je le comprends très bien. Oui. Puis ils disent pas, jamais ils disent non, là, on est contre les femmes médecins. Non, au contraire. Sauf que même si les femmes médecins sont payées 50 000 de moins qu'un homme médecin, ils font quand même pas mal plus d'argent que moi et toi dans la vie. Là. Puis honnêtement, projetons-nous dans 10 ans, faisons l'exercice pour le fun. Il y a un paquet de vieux médecins de famille qui sont des hommes qui vont être partis. Oui. Va faire un tour dans les facultés de médecine. Qui est à l'université? C'est majoritairement féminin. Dans 10 ans, écoute, tu sais, je veux dire... L'équilibre va se faire. L'équilibre se fait naturellement. Bon. Et pas nécessairement parce qu'on va avoir sous-payé les femmes qui vont avoir été obligées de rester à la maison, que les hommes vont être acceptés en médecine, puis que, bon, ce sera quelque chose qui va être invivable pour les femmes. Les femmes ont pris leur place, sont sur les bancs d'université, plus les hommes. Mais ils sont plus confrontés à la réalité d'avoir des enfants, en fait. Là. Oui, c'est clair, c'est clair. On peut prendre le congé paternité, le splitter avec la femme, mais on s'entend qu'encore majoritairement, elle va le porter pendant 9 mois, elle va avoir un retrait préventif à partir de tant de semaines, puis après coup, bien, elle va faire plusieurs mois à la maison, puis par la suite, certains hommes vont prendre le relais. Donc oui, ça va t'affecter un peu plus, mais bon, ajustons le nombre de femmes qui vont entrer à l'université, tenons en compte pour leur donner une rémunération. Je considère encore, oui, ils ont une grosse paye, mais ils jouent quand même avec la vie du monde. Là. Oui, non, mais moi, je ne suis pas contre qu'ils soient très bien payés. C'est ça, il faut qu'ils soient bien payés. Puis et je ne serais pas qu'ils soient payés autant que les hommes. Bien, c'est ça. Mais est-ce que ça empêche que la loi 20 va faire donner un certain coup de barre puis représenter une bonne décision pour certaines choses? Bien, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, on va voir. Parlant d'eau, je prendrais... Ah non, c'est vrai, vous n'avez pas d'eau. Non, aujourd'hui, on n'a pas d'eau. Il fait trop froid. Prison à vie, ça t'entends-tu? Ah oui. Non, c'est un peu le débat. Je vais y revenir aussi là-dessus. Là, on est en train de changer les lois. Là. Le gouvernement fédéral veut peut-être dire vous ne pouvez plus être éligible à la libération conditionnelle, donc prison à vie. Puis d'un autre côté, on a vu que ça ne faisait pas nécessairement diminuer le taux de crime. Toutes les études le montrent que la réinsertion est meilleure que... Pourquoi on s'entête, on continue à s'entêter à faire ça, même si toutes les études nous prouvent que la réinsertion, c'est plus pratique, puis le taux de récidive est moins grand que... J'aimerais voir les études qui disent, après 20 ans de prison, là, pour un meurtre quelconque, là, après 20 ans de prison ferme, où il y a la possibilité de sortir quelqu'un qui a passé 20 ans dans une prison, jusqu'à quel point il est réhabilité, jusqu'à quel point on a été capable de le prendre puis de le rendre... OK, on met de côté le crime qu'il avait fait, il l'a fait, puis il a payé. C'est ça, il a été jugé. C'est le système, là, on ne juge pas ça. On ne juge pas le système légal. Lui, il a payé son crime. Est-ce qu'on a généralement des gens qui sortent de prison puis qui sont capables de devenir des citoyens, qui sont capables de il y a plein d'études qui montrent la réinsertion. On a vu en Suède, leur programme est tellement bon qu'il y a 2 ans, ils ont fermé des prisons. Ils ont fermé les prisons. Okay. Ici, les prisons, ils sont complètement bondés. Oh, oui. Puis le taux de criminalité n'est pas plus haut, là, tu sais, Puis, de façon bien pécuniaire, ça coûte combien un prisonnier, je pense, autour de 60-70 000 par année pour le garder en prison, pour finalement, cultiver
C'est Je sais quelqu'un pas, qui va baigner dans la criminalité, parce qu'on s'entend qu'entre eux autres, ils font pas des... Ils se comptent le crime. Hey, Ben, ouais, c'est je ça, fais ouais. Tu sais, c'est pas des réunions pastorales, là. Ouais. Ils jasent de crime, puis ils sont entre eux autres, puis ils ont des réseaux, etc. Après un certain temps, le crime a été fait, tu as payé pour le crime que tu as fait. Bon, ben regarde, à un moment donné, si les études démontrent qu'à la sortie de prison, ça va être plus intéressant pour nous autres de l'avoir en dehors. Ben, en tout cas, on a mis une chance Je sais dans la vie pas. au monde. En tout cas, Un moment je sais donné, pas. là, quand on y sera à la prison de Roberval, tous les deux, on s'en parlera. C'est bon. Bon, on va traverser de l'autre côté. Je sais pas si le Québec est en mission économique en France. C'est pas une grosse délégation, premier ministre, 5 ministres. Il y a déjà plein de choses qui sont sorties un peu là-dessus en disant écoute, c'est le traitement royal, là, ça coûte cher. Puis, je ne sais pas si tu as vu les médias français qui font mais voyons donc, c'est quoi cette délégation-là? On ne reçoit pas la reine d'Angleterre, etc. Est-ce que c'est. On en voit beaucoup là, des missions. On a vu à Saguenay, sont partis en mission économique. On fait ça 2-3 fois par année. On va en Chine, on va partout. Est-ce qu'il y a une utilité? Parce qu'ils signent rarement de choses directement. On crée des contacts, je suis d'accord. L'idée d'amener des entrepreneurs, c'est un peu des bonbons qu'on donne aussi. Y a-t-il quelque chose d'électoraliste là-dedans? Dans le sens où on va amener des... Tu sais, je sais pas. J'essaie de comprendre parce que, écoute, à part... Je sais pas. Je vois pas... C'est bien personnel, là. C'est vraiment pas fondé ce que je te dis, mais j'ai l'impression que quand j'étais jeune, je voyais ces missions politiques-là s'organiser. Ils revenaient, bien, ils partaient souvent avec des entrepreneurs, ils revenaient avec des ententes signées, avec des projets qui allaient aboutir pour certaines choses et que ça portait fruit. Aujourd'hui, ça a l'air de des shows de Kodak. On dirait que les affaires sont déjà signées ou pas à l'avance, puis que ça amène peu de choses au bout du compte. Parce que, écoute, là, on ne voit pas grand-chose, mais on n'arrête pas de nous dire oui, mais ça, c'est développement de marché. C'est comme un homme d'affaires qui va jouer au golf. Bien, c'est ça. Puis au prix que ça coûte, est-ce qu'on a encore les moyens de faire de la représentation à ce prix-là? Je ne sais pas. Mais y aurait-tu moyen de le faire moins cher? Je pense que oui, là. Déjà, juste partir à 2 à la place de 12. Oui, puis la visioconférence, là, c'est 50, tellement là, efficace. ils sont 50. Ben oui. Puis Là, aujourd'hui... ils ne dorment pas dans un bed and breakfast, là, puis ils ne déjeunent voilà. pas dans une cantine, là. En 87, quand tu avais avec le téléphone, je comprends que c'était étonnant. En 2015, avec les technologies qu'on a, on va te dire une affaire que va au Reine-Élisabeth à Montréal, puis mets-toi des écrans devant toi, tu vas jaser avec le monde que tu veux, tu vas prendre des rendez-vous, tu vas discuter des mêmes affaires, puis tu vas sauver pas mal de sous, là. Mais bon, ils ne couchent pas des zines, comme on se disait tantôt, là. Fait que, on le sait comment ça coûte. Ouais. Hey, Québécois partis vers le Moyen-Orient. Oui, questionnant, ça. Ben, c'est questionnant. Puis je voyais les témoignages de parents. Là, comme parents, ça m'a interpellé, tu sais, aussi, de faire... Carique, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, là? Tu sais, le petit gars de 18 ans qui part avec 500 pièces pour un billet d'avion, qui s'en va en Turquie pour transiter vers la Syrie, pour bon, on sait pas quoi. Puis comment prévenir ça aussi, là? C'est une autre affaire. Moi, je pense beaucoup dans l'éducation, là, mais comment amener ces jeunes-là à... Je sais pas. C'est questionnant, les cas qu'on a eu, Collège Rosemont, je pense. Maisonneuve. Des jeunes impliqués au niveau de l'école, des sportifs, des gens qui, les amis, ils sont respectés, ils ont une bonne vie, une bonne famille. Et par la bande, on réussit à avoir quand même toute cette information-là. On réussit à... C'est une nouvelle à se faire anarchisme, convaincre. en fait? Je sais pas. Tu sais, tu veux être contre le système, tu n'aimes pas ça, etc. Je sais pas, j'essaie de voir. C'est peut-être un retour. On a tellement aussi peut-être tassé la religion de nos vies. L'être humain a fondamentalement besoin d'un sens. Peut-être que ces gens-là vont le chercher autrement. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils se font promettre non plus, là, tu sais. Je sais pas ce qu'ils se font dire. Là. Mais c'est tout un lavage de cerveau. Quand le terrorisme ne vient plus chez vous pour frapper avec des bombes, mais plutôt en prenant les meilleurs éléments de ta jeunesse pour éventuellement faire un attentat avec ça, ça fait doublement mal. Là. Ah oui, c'est clair. C'est quelque chose. Hey, Francis, c'est déjà fini. Ah, pas déjà. Oui, merci beaucoup. Mais tu reviendras. Écoute, c'est bien plaisant. Très agréable, ouais. encore une fois. Merci. Vous aussi, merci de nous avoir écoutés. Hein? J'espère que vous avez apprécié ça. Puis je vais vous lancer ma question. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? De ce qu'on a dit, de nos arguments, de nos critiques, etc. On est bien ouvert à vos commentaires. Envoyez-les. tvldm9@videotron.ca si vous avez le goût de nous écrire. Sur notre page Facebook, vous allez vous inscrire, vous allez sur TVLDM9, et puis là, vous nous aimez et vous allez recevoir toutes nos émissions, les informations, tout ça, directement sur votre Facebook.
Si vous voulez participer à l'émission, nous écrire, peu importe, je lis tous les courriels et je leur réponds personnellement, donc gênez-vous pas. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres, puis on se dit bonne semaine. Au revoir. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Vous habitez en forêt ou à proximité? Certaines précautions peuvent être prises pour diminuer les risques reliés au passage d'un incendie de forêt. Tout d'abord, nettoyez vos gouttières des branches et feuilles mortes qui pourraient s'y retrouver. Également, coupez les branches des arbres qui surplombent votre toiture. Les dessous de galeries sont souvent des endroits propices pour l'accumulation d'objets et de feuilles mortes. Assurez-vous que cet endroit est dégagé de toute matière inflammable. Si vous souhaitez brûler vos rebuts, utilisez un foyer par étincelle ou privilégiez le compostage. Ces petites actions peuvent faire la différence pour la protection de votre habitation et dans la diminution des risques de propagation d'un incendie de forêt. Dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.